Vendredi 17 octobre, cette semaine, au Bulletin. On fait le point sur le phénomène de l'intimidation en milieu scolaire avec le président de la Fondation, Jasmin Roy. On vous présente la maison Kangourou et sa mission d'offrir des services d'urgence et de première ligne. Et on parle aussi de la 13e édition du mois du créole à Montréal. Bienvenue au Bulletin, mesdames et messieurs. On aborde tout de suite notre sujet d'actualité, l'intimidation en milieu scolaire, avec Jasmin Roy, qui est président de la Fondation Jasmin Roy. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai énormément de questions à vous poser, de questionnements surtout sur l'intimidation, sur votre fondation. Mais d'abord, est-ce que ça avance bien, ce dossier, en ce qui concerne la Fondation Jasmin Roy? Pour la Fondation Jasmin Roy, oui, ça va plutôt bien. C'est sûr que ça pourrait aller mieux. Hein? On est toujours à la recherche de sous pour pouvoir aider le plus d'écoles possible. Nous, à la Fondation, notre mission, c'est d'aider les écoles dans leur quête pour mettre en place un milieu sain et sécuritaire à l'école. Cette année, on accompagne 15 écoles. On accompagne aussi un projet de recherche de la chaire de recherche de l'Université Laval. Donc, on donne des sommes pour payer des salaires. Essentiellement, c'est ce qu'on fait. Nous, on paye des salaires, on leur donne de la formation et on les laisse travailler en les supervisant, mais en leur montrant comment évaluer ce qu'ils font aussi. Est-ce que je me trompe en disant que la Fondation Jasmin Roy est un peu un lien entre le ciment entre plusieurs organismes ou personnes qui veulent œuvrer pour... Je n'irai pas jusque-là. C'est sûr qu'on crée des liens parce que je pense que c'est important de travailler en synergie, de travailler avec des gens qui n'ont pas la même mission que nous autres. On le fait déjà, nous autres, avec l'Institut Pacifique, entre autres, avec les donateurs pour la paix. On a travaillé ensemble avec Tel Jeune. Parce que moi, je ne fais pas d'aide directe à la Fondation. Hein. Souvent, les gens nous appellent, j'ai besoin d'aide. Encore aujourd'hui, Alain, qui travaille à la Fondation, me disait la dame, elle voulait qu'on aille à l'école pour intervenir, mais on ne peut pas faire ça. Nous, notre mission, c'est plutôt de sensibiliser, ce qu'on fait assez bien dans les médias. Là, on a eu quand même des bons porte-parole, des artistes, même des politiciens qui nous ont aidés à prendre la parole. Donc, pour toujours garder ça vivant. Aussi dans les médias, je sais que des fois, les gens sont un peu tannés d'en entendre parler, mais je pense que c'est important aussi que ça reste à l'actualité, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réglé les problèmes de façon durable. J'ai l'impression que le dossier, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait. On en parle mal des fois aussi? Oui, ça peut arriver. Puis, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. J'ai l'impression que l'intimidation est là pour rester. Non, moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, on avance. Il faut aller dans les écoles pour voir à quel point ça a beaucoup évolué. Quand j'ai sorti mon livre, Hostie de Fif, il y a 5 ans, je ne sentais pas cette espèce d'urgence de mettre en place des plans d'action, d'évaluer l'école pour savoir c'était quoi les problématiques. Là, avec la loi 56, ce qui est arrivé, c'est que c'est une loi, justement, qui a obligé les écoles à le faire. Puis, veut pas, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, puis quand tu regardes les informations, puis tu vois que quelqu'un s'est suicidé ou que quelqu'un veut plus retourner à l'école ou que quelqu'un a des problèmes de santé mentale, c'est sûr que c'est pas bon pour l'ensemble du Québec parce que c'est pas ça qu'on veut de nos enfants. On veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils aillent loin, on veut qu'ils soient en santé mentale. Puis l'intimidation, comme la violence, parce que nous autres, on dit que c'est pas juste l'intimidation, c'est la violence aussi. Plus on a des mécanismes en place pour pouvoir intervenir rapidement, plus c'est efficace. Et aussi, pas toujours travailler non plus dans l'intervention sur la violence, l'intimidation, mais sur le savoir-vivre, le respect, l'entraide, le travail d'équipe. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnalités qui s'affirment et qui disent « Moi aussi, j'ai été victime d'intimidation. » Parce que c'est rendu à la mode. Non. Non, j'imagine que non. Parce que... C'est des blagues. Non, mais c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui le fassent. Il y a même... Parce que moi, à mon époque, quand j'ai été victime d'intimidation, on ne parlait pas de ça. Il n'y a personne qui voulait se vanter de ça. C'est comme une femme battue. Il n'y a pas une femme qui va dire « Hey, allô, je vis de la violence conjugale. » Puis moi, quand j'ai parlé de ça sur la place publique, ça a comme créé un mouvement aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand j'ai parlé de mon expérience, puis j'ai mis en parallèle l'expérience de jeunes 30 ans plus tard qui vivaient la même chose, les gens m'ont tous dit autour de la table, là, quand j'ai présenté le livre, on pensait que c'était quelque chose de réglé. On pensait que c'était fini. On ne pensait plus qu'il y en avait de l'homophobie à l'école. Puis là, à un moment donné, après la sortie de mon livre, tous les gens m'écrivaient et me disaient c'est banalisé, il n'y a pas d'écoute. Fait que moi, j'ai pris la parole pour ces gens-là. Et oui,
ça a entraîné un mouvement, chez les artistes parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le faisait, puis les autres ont vu l'importance de le faire. L'intimidation n'est pas strictement homophobe, là. Non, nous autres, on sait toutes les formes d'intimidation, là, que nous autres, on travaille pas juste sur l'homophobie, mais l'homophobie fait partie quand même des priorités dans les écoles. Jasmin Roy, comment réagissez-vous après la sortie publique de notre premier ministre, il y a quelques jours à peine, qui fait un point de presse pour dénoncer haut et fort l'intimidation? Est-ce que ça va amener un changement à une autre vitesse? Comment vous voyez cette sortie-là? Moi, je pense qu'une volonté politique, et pour avoir été au forum qui a été chapeauté par le premier ministre, c'est rare qu'on voit un premier ministre s'asseoir à une table toute une journée de temps, surtout quand on parle d'éducation. Souvent, le premier ministre va venir ouvrir le bal, va dire « je vous laisse travailler », mais qu'ils prennent le temps de s'asseoir à la table, de considérer les grands joueurs autour de la table, d'essayer de comprendre les enjeux, d'écouter la recherche, c'est assez exceptionnel. Puis, je crois fondamentalement que ça fait partie de ses priorités. Et quand ça fait partie des priorités politiques, c'est là qu'on avance le plus. Ça ne veut pas dire que ça prend nécessairement de grands moyens. C'est sûr que ça va prendre des sous. Mais ce qu'on a compris, c'est que ça prenait surtout une volonté pour faire un changement. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, j'en suis convaincu. Quelles sont les prochaines étapes pour la Fondation Jasmin Roy, par exemple? Bien, moi, je ne me cacherai pas parce que je l'ai tellement dit que présentement, ce qu'il faut faire, c'est de former les milieux. Ce qui relève, ce qui ressort surtout de la recherche, c'est qu'il manque de formation maître, de formation continue, de formation initiale. Hein. Plus de 80 des enseignants n'ont pas eu de formation initiale, donc c'est préoccupant. Et nous, à la Fondation, là, on est en train de mettre sur pied là, une stratégie pour former le réseau. Comment on va bien former le réseau. Et la loi 56 nous permet justement des avantages, puisque une personne de nommée par école maintenant. Donc, on peut demander à cette école-là de la libérer, de la former, et ensuite que cette personne-là ait formé son milieu. Donc, ils deviennent des multiplicateurs. Aucune crainte de coupure potentielle? Moi, là-dessus, honnêtement, les coupures, il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a quand même des sous qui sont déjà dans le système pour gérer ça. C'est plutôt la volonté maintenant. Autour de la table, il y a plusieurs joueurs, ils ont tous des portefeuilles, même les syndicats ont des portefeuilles pour former leurs membres. Donc, comment on s'assoit tous à la table et on se dit, sans partisanerie, et c'est ce que le premier ministre veut, comment on travaille sur ce dossier-là et que chacun contribue. Donc là, on parle plus de volonté que d'argent et de politique. On dit comment on peut contribuer. Donc, vous êtes optimiste? Ah, très optimiste. En quelques petites secondes, comment monsieur, madame, tout le monde peut donner un coup de pouce à la Fondation Jasmin? Bien, il y a le spectacle bénéfice le 5 novembre prochain au Club Soda. On a Robert Charlebois, on a Marie-Lise Pilote, Christian Bégin. Il y a plein d'artistes. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Fondation. Ça peut nous aider ou simplement faire un don en ligne. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'on ne fait pas d'aide directe. Donc, on ramasse des sous pour payer des salaires. Donc, c'est ce qu'on fait essentiellement, c'est payer du temps dans les écoles. Pour vous rejoindre, page Facebook, le plus facile? Facebook ou fondationjasminroy.com, tout est là. Puis anglais, français, et si vous avez des questions aussi, on répond à des questions autant pour les parents que pour les élèves. Merci, Jasmin. Merci. Dans notre revue de presse des journaux de quartier, d'abord à la une de l'Avenir de l'Est. Samantha Valencia écrit que les citoyens de Rivière-des-Prairies de Pointe-aux-Trembles prennent le recyclage très au sérieux. Avec 60 des matières recyclables récupérées l'année dernière, l'arrondissement se place sur la deuxième marche du podium de ceux qui recyclent le plus dans l'Est. La ville de Montréal-Est le suit de très près avec un taux de récupération de 50 De son côté, Robert Coutu, maire de Montréal-Est, rappelle qu'il y a encore du travail à faire, mais se dit satisfait des améliorations observées au cours des dernières années. À la une du journal Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve, on apprend qu'un centre d'injection de drogue supervisée pourrait bientôt faire son apparition dans ce quartier.
Simon Bousquet rapporte l'annonce faite par le maire Denis Coderre lors de la rencontre du comité exécutif du 10 septembre dernier. L'Agence de la santé publique de Montréal a déjà reçu le soutien du maire Coderre pour aller de l'avant, mais le projet devra encore recevoir l'appui du gouvernement du Québec et une permission spéciale d'Ottawa avant de voir le jour. En première page du journal de Rosemont, La Petite Patrie, Stéphanie Maunet traite de la campagne pour les élections scolaires. À la Commission scolaire de Montréal, 42 candidats se sont lancés dans la course dans les différentes circonscriptions. La campagne s'annonce serrée, d'autant que le nombre de commissaires a quasiment été réduit de moitié, passant de 21 à 12 représentants pour cette élection. En 2007, plus de la moitié des candidats avaient été élus par acclamation, faute d'adversaires. Cette année, ce ne sera pas le cas, puisque chaque circonscription compte au moins 2 candidats. Le scrutin aura lieu le dimanche 2 novembre, après 7 ans d'absence. Dans le flambeau Mercier-Anjou, on apprend que la direction du Collège d'Anjou a procédé à l'inauguration de son nouveau pavillon des arts et des sports. Les quelques 650 élèves vont maintenant profiter d'une cafétéria ultramoderne où la cuisine santé est à l'honneur. Ce nouveau pavillon contient également des locaux pour la vie étudiante, une salle d'entraînement ultramoderne avec des appareils de musculation professionnelle sous la supervision d'un kinésiologue. Dans le journal Le Plateau, Catherine Bouchard traite d'une hausse de la taxe locale pour amortir la réforme Coderre. Les élus du plateau Mont-Royal l'ont présenté dans leur budget 2015 en conseil d'arrondissement devant une centaine de citoyens. L'augmentation touche entre autres l'évaluation des propriétés. Les citoyens présents ont été particulièrement interpellés par les coupes de 15 % dans les bibliothèques et la Maison de la culture du plateau pour l'exercice budgétaire de la prochaine année. Le tout permettra d'absorber les 787 600 $ que l'arrondissement ne recevra plus en transfert municipal pour les 10 prochaines années. Et finalement, dans le magazine de l'Île des Sœurs, Pierre Lucier écrit qu'il y aura une nouvelle pharmacie à l'hôpital de Verdun qui doit remplir les ordonnances de l'hôpital. Les locaux sont aménagés pour favoriser le travail des pharmaciens et permettre l'optimisation des services. Ce nouvel aménagement permettra aux équipes de desservir l'ensemble des 7 centres d'hébergement du Sud-Ouest et de Verdun, en plus de répondre encore plus rapidement à la demande à l'intérieur même de l'hôpital. Les travaux seront bientôt complétés. On en est maintenant à notre segment quartier par quartier où, semaine après semaine, on fait le tour des journaux locaux de l'ensemble de l'île de Montréal. Mais cette semaine, on fait exception. On fait un tour d'horizon, mais spécifique dans le 2.0 avec Horizon Week-end. Et on a avec nous le rédacteur en chef, Nicolas Godin. Bonjour, M. Godin. Bonjour, André. J'ai pris plaisir à aller sur votre site Horizon Week-end où vous livrez une information tout à fait montréalaise d'une façon très actuelle. Oui, pour vous définir, Horizon Week-end, c'est un journal d'actualité. Je dirais calqué un peu sur Newsweek des États-Unis. C'est-à-dire que chaque semaine, notre média va chercher des événements marquants dans la région du Grand Montréal. On en choisit quelques-uns, mais on les couvre en profondeur. Et à chaque semaine, à chaque fin de semaine, d'où le nom Horizon Week-end, on publie une édition entièrement numérique qui peut être consultée sur ordinateur, tablette, téléphone portable. On offre une expérience qui est disponible sur tous les appareils. Avec un visuel très actuel également. Vous faites une grande place à la photographie et à l'intégration du texte dans cette photographie. C'est, à mon avis, à mon humble avis, une belle façon, un beau journalisme 2.0. Horizon Week-end a une approche, je dirais, pas nouvelle, mais une approche différente. Dans le sens que dans le monde d'aujourd'hui, on est sursaturé de nouvelles. Ça vient de partout, ça va très vite, on l'oublie très vite aussi. Dans Horizon Week-end, ce que l'on cherche à faire, c'est à donner une expérience. Et vous vous spécialisez dans la nouvelle montréalaise? Oui, on couvre vraiment le Grand Montréal et ses acteurs. Si on en parlait justement de la montréalité,
Vous surveillez beaucoup les tendances. Oui, dans notre média, on est moins nouvelles. On va aller chercher les événements qui sont, je dirais, les plus importants ou ceux qui vont marquer le plus les citoyens de la ville. Comme par exemple? La plus grande tendance depuis le début de l'année passée, c'est évidemment l'élection du maire Denis Coderre. Depuis l'arrivée de M. Coderre, les choses vont à un autre rythme, on va dire. Premièrement, il y a évidemment la volonté affichée par le maire, je dirais peut-être pas d'oublier, mais de tirer la page sur le passé. On sait que Montréal a été prise avec beaucoup de nombreux problèmes, surtout par rapport à l'intégrité. Et le maire Coderre, lui, a décidé de dire, on a corrigé la situation, il agit de façon forte, c'est pas un homme qui est faible, c'est un homme qui est très fort, M. Coderre. Il a dit, on a agi et maintenant c'est le temps d'aller de l'avant, de relancer Montréal. Et la relance de Montréal est le thème qui s'en vient très fortement et ça va s'accélérer au fur et à mesure qu'on va arriver vers la célébration du 375e anniversaire de la ville. Beaucoup, à chaque occasion qu'on rencontre M. Coderre, on reçoit toujours cette information, le 375e anniversaire de la ville. Ce sera une date marquante. Ça va être un événement qui va être marquant. Je crois que M. Coderre veut profiter de ce moment-là pour tirer un trait véritablement sur l'époque passée de Montréal et de passer à autre chose. Le rédacteur en chef voit d'un bon œil l'arrivée de M. Coderre à Montréal? On ne s'exprime pas sur le point de vue politique. On reste neutre d'un point de vue politique. J'ai par contre été un de ceux qui a été un petit peu inquiet de l'attitude affichée par M. Coderre au début. Mais force est à dire que depuis l'arrivée de l'homme, on a vu que vraiment les choses ont changé. Et un des grands combats, on voit que M. Coderre n'hésite pas à se battre. Et un des grands combats qu'il entreprend en ce moment, c'est la reconnaissance de Montréal comme une métropole qui va avoir des statuts particuliers. Pour ça, M. Coderre continue un petit peu, je ne dirais pas un combat parce qu'il y a un peu l'appui du gouvernement québécois, mais ça reste un combat. Sans vous interrompre, Nicolas Godin, c'est que j'aimerais également que vous nous affichiez votre deuxième grande tendance de Montréal. Oui. Elle est plutôt du côté des affaires. Oui. Le milieu des affaires de Montréal, je dirais surtout depuis le dépôt d'un document sur la relance de Montréal par Jacques Ménard, le président de la BMO, on sent une volonté des gens d'affaires de participer un petit peu plus à la vie montréalaise, à l'implication sociale. Ça fait au moins 3-4 présidents de grandes entreprises avec lesquels je discute, et chacun d'entre eux me parle de ce thème-là, notamment Geoff Molson, j'étais avec Louis Vachon de la Banque nationale, Stéphane Glorieux de Keurig Canada, lui aussi, et évidemment, on connaît Monique Leroux, présidente Sentez-vous un vent d'optimisme? Ah oui, totalement. Totalement, je sens, moi, je suis content de voir ça. Je sens que la ville veut se transformer, que les acteurs impliqués de la ville, que les leaders de la ville veulent relancer Montréal. Et je crois que c'est vraiment une tendance qui s'en vient fortement. Je veux vous remercier d'abord. Rappeler que Horizon Weekend existe sur le web. On peut y accéder également via Facebook. De quelle façon on peut aller sur vous capter, vous lire? Tapez Horizon Weekend sur votre appareil ou encore, et où normalement vous allez être redirigé vers notre site horizonweekend.ca. Ça s'écrit comme ça se dit. Et peu importe que vous ayez un ordinateur, une tablette, un appareil mobile, tout est fonctionnel. On n'a pas d'application à télécharger. Nicolas Godin, rédacteur en chef d'Horizon Weekend, merci beaucoup de votre présence et à très bientôt. Merci. On s'en va maintenant aux éphémérides. Le 6 octobre 1825, c'était l'ouverture officielle du canal de la Chine à la circulation maritime. Le projet d'un canal contournant les rapides de la Chine remonte aux toutes premières années qui ont suivi la fondation de Ville-Marie. Il faut cependant attendre le début du 19e siècle pour que le rêve se matérialise. Les travaux débutent en 1821 et s'achèvent en 1825. Le premier canal permet le passage de petits voiliers à fond plat. Avec l'accroissement du trafic et l'augmentation du tonnage des navires, il doit être élargi à 2 reprises. Les travaux ont cours de 1843 à 1848 et de 1873 à 1885.
Durant ses meilleures années, à la veille de la grande crise de 1929, près de 15 000 navires empruntent annuellement le canal. Mais, 30 ans plus tard, celui-ci est remplacé par la voie maritime du Saint-Laurent. Mis à l'écart et partiellement remblayé à compter des années 1960, il ferme ses portes à la navigation en novembre 1970. Administré par Parcs Canada depuis 1978, le canal de la Chine est maintenant surtout connu pour son exceptionnelle piste polyvalente. La piste cyclable inaugurée en 1977 figure aujourd'hui parmi les plus beaux circuits urbains du monde. Elle a été classée au 3e rang mondial des meilleurs parcours de vélo urbain par le magazine Times. Depuis 2002, les plaisanciers peuvent naviguer le long d'un canal de la Chine jalonné de richesses culturelles ainsi que de plusieurs vestiges industriels et monuments historiques. Après la pause, on parle de la maison Kangourou et de la 13e édition du Mois du créole à Montréal. Au retour de cette pause, j'aimerais vous présenter une femme qui s'est toujours intéressée aux grandes causes sociales. Elle est fondatrice de la maison Kangourou, Madame Josée Fortin. Madame Fortin, bienvenue. Merci. Madame Fortin, vous gérez des cas d'urgence. Exact. Depuis combien de temps? Bon, en fait, j'ai parti le projet de la maison Kangourou en 2011. D'accord. La première année, ça a été plutôt de faire toutes les dédales administratives pour fonder un organisme pour enfants. La deuxième année, on a parti un projet pilote à l'intérieur même de mon logement. C'était tout petit et on a agrandi dans le logement même. Et là, on a accueilli, je dirais, peut-être une 75 enfants en projet pilote. On peut appeler votre maison une maison de répit familial. En fait, c'est un centre d'urgence. Il y a une nuance. D'accord. Oui. Alors, c'est ça. Donc, nous, on recevait les enfants. C'est quand les parents vivent des situations difficiles temporaires. Et quand j'ai parti le projet, je me disais comment ça se fait qu'au Québec, il n'y a pas une place où on peut apporter nos enfants, qui est ouvert 24 heures, 7 jours sur 7, quand ça ne va pas. Je pense, ouais. Quelles sont les raisons précises pour lesquelles on frappe à votre porte et on vous confie les enfants pour un certain laps de temps, court souvent en plus? Oui. En fait, durant l'année qu'on a fait ça, ces enfants-là ont resté de 3 à 5 jours. Okay. Mais nous, la maison, on offre jusqu'à 15 jours de répit. Là, c'est du répit, mais c'est un centre d'urgence. Alors, donc, c'est ça, les parents appellent. D'abord, doivent appeler pour expliquer la situation. Et nous, à ce moment-là, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas, là, selon la problématique. Quelles sont ces urgences? Quelles sont ces problématiques? Il y en a beaucoup. Ça part des cas très légers à des cas assez... ça peut être des cas assez lourds. Comme par exemple? Écoutez, on a une mère qui nous a appelé, qui, elle était toute seule avec un enfant, devait aller faire une entrevue en dehors de la ville. Donc, elle n'avait personne prendre l'enfant pendant 2 jours. Alors, à ce moment-là, nous, on a pris l'enfant parce que ça, c'est un cas léger. C'était une urgence. Si elle n'y allait pas, elle risquait de perdre l'emploi et elle était sans emploi. Donc, on s'entend qu'une mère qui travaille avec un revenu supplémentaire, c'est une famille qui va probablement mieux. Donc, il y a d'autres cas aussi. On a le cas de beaucoup d'immigrants. Je donne un exemple de quelqu'un qui a appelé il n'y a même pas à peu près une semaine. Elle est ici de France avec son mari depuis 2 ans. Elle aussi, elle n'a pas de famille autour. Ils ont 2 enfants, sont épuisés, travaillent tous les 2. Donc, il y a de la tension dans la famille. Il y a beaucoup de chicanes. Et la mère a appelé en disant, « Écoute, je ne peux pas croire que je vous appelle, mais j'allais frapper mon enfant. » Mais c'est pas moi. C'est juste que là, je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin qu'on me donne un peu de temps pour me reposer, pour prendre du recul. Alors ça, c'est un cas comme ça. On a un cas aussi d'une mère. Je donne un exemple un peu plus difficile. C'est un couple aussi. Ils avaient de nombreux enfants, je dirais 6 enfants. Et la maman elle a eu un cancer, ensuite un 2e, un 3e. Ces gens-là travaillaient, leur vie allait très bien. Et là, après le 3e cancer, le père s'est suicidé. Donc, la mère s'est ramassée progressivement, tranquillement, vers une situation qui, à un moment donné, elle s'est dit, regarde, je suis juste plus capable. Mais c'est pas une mauvaise maman pour autant. Je veux dire, elle négligeait pas les enfants. Il n'y avait pas de... C'est pas un cas de signalement, c'est ça la différence. Il faut faire attention. Vous vous occupez en particulier des enfants, vous? Nous, on prend seulement les enfants. D'accord. C'est sûr que quand les parents appellent, on
on sent souvent que dès qu'ils nous parlent et qu'ils nous expliquent la situation, la tension descend. Puis là, on peut dire, bon, mais qu'est-ce que tu as de besoin? On a des mamans aussi qui vont accoucher. Des fois, le papa n'est pas toujours là, il travaille en dehors de la ville. C'est pas parce qu'on a des parents, des fois, qui sont disponibles non plus. Des fois, nos parents sont âgés ou absents, ou peu importe le contexte familial. Donc, il y a des mères qui disent, bien, moi, je dois aller accoucher, mais j'aurai personne, tu sais, qui prend les enfants en attendant. Est-ce que l'accouchement va bien aller si elle ne va pas bien? Tu sais, si on peut prendre une gardienne 2 jours, mais est-ce qu'elle va pouvoir être restée 5 jours? Fait que il y en a une panoplie de cas d'urgence comme ça. Est-ce que ce sont des organismes sociaux qui réfèrent ces gens à vous? Oui, nous, on travaille, en fait, maintenant, après 3 ans, on travaille beaucoup avec les CLSC. On a des parents qui sont des parents de la DPJ. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est des parents qui osent nous appeler, sont déjà suivis. Et là, ils disent, bien là, j'ai un moment un peu plus fragile, fait qu'ils vont nous appeler. On a du bouche-oreille beaucoup grâce aux médias, évidemment, parce que c'est quand même le premier centre d'urgence qui rouvre. Ça vient de partout, je dirais, là, les centres jeunesse. Ça veut dire, bon, tu sais, comme je disais, le bouche-oreille également. Là. Vous avez une association, ou je dirais plutôt un partenariat avec l'hôpital Sainte-Justine. Oui, ça, c'est après 3 ans de dur dur travail. labeur. Oui. Alors, mais les premiers qui ont cru en nous, en fait, c'est Opération Enfant Soleil. Opération Enfant Soleil ont cru en notre projet alors qu'on n'avait même pas de maison. Ils nous ont donné des sous pour meubler la première maison. Alors, eux autres croyaient beaucoup à un projet comme ça, l'importance. Ensuite, on a eu d'autres partenaires qui se sont joints à nous, le RISC, le Réseau d'investissement social du Québec. On a eu également, on vient d'avoir la Fondation canadienne Taillard. On a eu Industriel Alliance. On a eu des partenaires du milieu des affaires. Vous êtes devenu un service essentiel. Oui, et là, je dirais que maintenant, on vient de faire une entente après presque 2 ans avec Sainte-Justine pour revenir à votre question. Et Sainte-Justine se met en partenariat avec nous pour nous fournir les bénévoles. Eux ont une banque de bénévoles, donc vont partager leur banque de bénévoles avec nous. Dans la maison même, est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est une grande maison? Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étages? Oui, tout à fait. Écoutez, on est parti dans un 3,5. Ensuite, ça a été comme un 7,5. Là, on a une maison sur Sherbrooke grâce à des communautés religieuses. Ils nous ont aidés depuis le début. C'est fantastique. Donc, on a eu une maison on devait tout rénover. Ça a pris 1 an à rénover. Et là, c'est 3 étages. On a des chambres partout. Non, mais c'est pas José Fortin toute seule qui s'occupe de ses enfants. Non, pas du tout. Bien, les débuts, oui. Tout le début du projet, là, ça a été pas mal ça. Mais on a eu beaucoup de bénévoles qui se sont joints à nous. Ensuite, ils partent, ils reviennent. Mais il y a toujours eu du monde qui se sont greffés au projet. Qu'est-ce que vous demandez aux bénévoles? Quelles sont les qualités d'un bénévole pour œuvrer chez vous? Mon Dieu, avoir du cœur, des gens patients, des gens qui veulent, c'est sûr, qui veulent aider. Ça, c'est sûr. Des gens qui sont très flexibles aussi. Parce que nous, quand les enfants arrivent, c'est sûr que souvent, ils proviennent d'un milieu où la tension était déjà élevée. Fait qu'on essaie de recréer un milieu naturel pour ces enfants-là. La maison, elle ressemble à une maison qu'on irait, comment dirais-je, de tout le monde. C'est vraiment là, des jouets. Tout le monde rentre, ils disent, mon Dieu, ça ressemble à chez ma tante, chez moi. C'est ça que je voulais, pour eux qu'ils sentent bien. Nos téléspectateurs, présentement, il y a peut-être des gens qui voudraient dire, moi, je pense que je ferais un bon bénévole. Comment ils font, ces gens-là? En fait, ils ont juste à communiquer avec nous. Nous, on a un site web qui est la maisonkangourou.org. Sur la page couverture du site web, on a une icône qui est Facebook. Les gens ont juste à cliquer sur Facebook et on va voir tout le making-of, que je dirais, de la maison depuis le tout début. Et on va avoir une journée le 17 et le 18 octobre, de 10h à midi. On a une journée d'information pour les gens qui veulent devenir bénévoles. Donc, ils n'ont qu'à envoyer un courriel, pas nécessairement un CV, et dire « oui, j'aimerais être présente à cette journée-là ». Et là, nous, on va faire une journée d'information pour les bénévoles. Madame Fortin, il nous reste à peine quelques secondes, mais je voudrais quand même souligner que votre travail est de plus en plus reconnu et que vous travaillez très fort maintenant à étendre la maison Kangourou à toutes les régions du Québec. Effectivement. Est-ce que ça avance bien dans ce sens-là? Oui, on a beaucoup de demandes d'autres régions, Sherbrooke, Trois-Rivières, des gens qui veulent se joindre. On a même des gens qui ont appelé pour les Premières Nations. Alors donc, on veut tous une maison Kangourou dans sa ville. Ce sera une belle occasion de se reparler éventuellement. Madame José Fortin, elle est directrice et fondatrice de la maison Kangourou. Merci beaucoup, Madame Merci de m'avoir reçu. Au revoir.
mois d'octobre à Montréal, c'est le mois du créole. Et on en est présentement à la 13e édition. On reçoit aujourd'hui la porte-parole, Madame Louisa Lafable. Bonjour, Madame Lafable. Bonjour, M. Pelletier. Je vais vous présenter quand même un peu, Madame Lafable, parce que vous êtes déjà présidente des Réunionnais du Québec. Absolument. Vous êtes également femme de lettres. Vous êtes une globe-trotter. Et vous représentez cette année le mois du créole. Oui, porte-parole. J'ai envie de vous dire comme ça, comment il est? Léla. Léla, ça veut dire je suis présente, je suis vivante, je suis avec vous. Je veux d'abord qu'on parle un peu de vous. En tant que présidente des Réunionnais du Québec, Oui. que vous avez créé. Nous sommes des cofondateurs. Je ne suis pas la seule. Donc, il y avait notamment Jean-Max Scott, qui était le premier président de l'association, que je salue au passage. Il est de Val-David, donc mes salutations en région. Quand on parle de créole, on Oui. parle de créolophone à Montréal. Oui. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que... Une diversité de communautés. Absolument. Il y a combien de ces communautés à Montréal? C'est très difficile à dire. En gros, on dit qu'on serait 200 000, mais je suis persuadée qu'on serait bien plus que ça. Parce que souvent, les gens, quand ils ont leur formulaire, on leur demande de cocher quelles sont les langues que vous parlez. Donc, de prime abord, c'est le français. Il faudrait rajouter une coche créole. Les journées, le mois, je vais dire non, le mois du créole à Montréal, en fait, c'est une initiative du KEPCA. Absolument. Expliquez-nous le KEPCA. Alors, le KEPCA est un organisme à but non lucratif. C'est un comité international pour la promotion de l'alphabétisation et du créole aussi. Donc, c'est un organisme basé 2000 boulevard Saint-Joseph, au coin de Lorimier, et où on peut même apprendre le créole et prendre des cours de créole. Et j'ai eu la chance d'être invitée chez eux lors d'une rencontre littéraire, parce qu'ils organisent aussi des rencontres avec des écrivains haïtiens qui parlent et qui écrivent aussi en français et en créole. Donc, des gens venus d'ailleurs, mais qui aiment leur langue maternelle. Parce que pour moi, je suis née, j'ai le créole dans la bouche depuis mon enfance. Est-ce que vous parliez de cours de créole donnés? Absolument. De cours de créole haïtien. Haïtien. Haïtien, pour faire la différence. Est-ce que, par curiosité, est-ce qu'il y a des Québécois qui s'inscrivent? Il y en a ceux qui, par exemple, s'en vont soit en études d'exploration ailleurs et qui veulent apprendre un peu les rudiments du créole, de la base. Donc, au moins dire merci en pile pour dire merci beaucoup. Et bonjour à La Réunion, par exemple, nous, on dit comment elle est, mais à d'autres endroits, c'est autre chose. La popularité du mois créole ne se dément pas. De telle sorte que je me suis laissé dire que ça fait des petits ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis, aux Caraïbes. Absolument. etc. J'ai même vu récemment qu'à Manchester, il va y avoir les journées du créole aussi. Et aux Seychelles, il y a le festival créole, dont je n'ai pas encore été conviée, mais j'aimerais beaucoup en faire partie, parce que je trouve que c'est une initiative très intéressante. Et puis à La Réunion, nous avons l'Office de la langue créole, qui se bat pour justement faire que justement le créole soit dans les communes. On peut même se marier en créole et en français. Donc, c'est des organismes aussi pour valoriser l'espace créole, l'imaginaire créole et aussi l'identité créole. Et tout ça à partir de ce mois du créole mondial. Entre autres, mais c'est sûr qu'on n'arrête pas de parler créole au-delà du mois d'octobre, on s'entend, mais en tout cas, le créole, c'est aussi la rencontre des langues et des peuples. Donc, selon moi, c'est l'avenir aussi. On en venait maintenant à ces activités parce qu'elles sont nombreuses. Absolument. Depuis le début du mois d'octobre. Oui. Et vous en êtes la porte-parole. Je vous demande tout simplement, qu'est-ce que vous me suggérez, disons? Oui. En tant qu'auteur, je privilège, en tout cas, j'aime beaucoup les rencontres autour du livre.
Donc, il y avait notamment jeudi la soirée de la poésie, en tout cas pour les plus de 18 ans, je rappelle. Pourquoi? Parce que c'est une soirée de poésie érotique. Ah, d'accord. D'accord? Et il y aura notamment l'invité vedette, c'est André Fouad. Donc, c'est à partir de 19h ce jeudi. Vendredi, je compte bien ne pas rater la conférence débat sur le thème de la poésie créole haïtienne. C'est à 19h. C'est des rencontres gratuites, donc vous êtes tous invités. Ensuite, à cela aussi, j'avais la rencontre du dimanche 12 octobre avec le syndicat, avec des auteurs, notamment aussi sur le thème le dictionnaire historique de la Révolution haïtienne. Donc ça, c'est au KEPCA toujours, et l'entrée est gratuite. L'entrée est donc libre. Et le jeudi 23 octobre, il y a Dofé Diffé. Et là, ce qui est intéressant, c'est une Réunionnaise qui est conteuse, propose une activité avec une Haïtienne autour du théâtre. Donc, ça va être intéressant de voir comment nos créoles se rencontrent et qu'est-ce qu'ils peuvent en découdre de cette rencontre artistique. Et puis, pour finir, le bouquet final, donc le 31 octobre, il y aura ça sera la clôture et notamment le lancement du CD « Tant la pluie, tant l'amour ». Donc, le temps de la pluie, le temps de l'amour. Un CD... Un CD musical, oui, qui regroupe... Ça va être notamment aussi l'occasion de fêter M. Franz Benjamin aussi, parce qu'il est aussi poète, il ne faut pas l'oublier. Et donc, avec Émeline Michel, on espère les rencontrer à cette occasion-là, à l'Atrium. Et ça sera donc le 31 octobre. Par contre, là, c'est une entrée payante, ça sera $25. Mm-hmm. La plupart des activités de ce mois créole se déroulent au KEPCA? Une grande majorité, oui, mais il y en a aussi d'autres à l'appel retrouvé, au restaurant guadeloupéen Saveur Soleil. Nous-mêmes, à l'association, nous avons organisé jeudi dernier un 5 à 7 créole, donc vous pouviez déguster des samoussas de chez nous et puis découvrir aussi les beaux kits guadeloupéens. Et en tout cas, découvrir les saveurs aussi, puisque le mois du créole permet aussi de découvrir les mets de chez nous. Et ici, même à La Réunion, vous avez un traiteur qui s'appelle Marmite sur le feu au marché Atwater et au marché Saint-Jacques. Donc, ça vous donne l'occasion de découvrir tout ça. Madame Louisa Lafable, il nous reste quelques secondes et j'aimerais peut-être dire à quel endroit on peut retrouver cette programmation sur le site Absolument. du KEPCA. moisducréole.ca. Oui. Et oui. vous présentez au 2000 boulevard Saint-Joseph, au coin de Lorimier. Madame Louisa Lafable, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et bon mois du créole. Merci le bulletin. À bientôt. Au revoir. À notre segment des gens de cœur aujourd'hui, on accueille Marie-Douce Bélanger. Marie-Douce, elle est l'amie des animaux défavorisés du Québec. Oui. Bonjour Marie-Douce. Bonjour. Expliquez-nous, Marie-Douce, tout le bienfait que vous faites aux animaux de compagnie en particulier. Dans le fond, je me promenais sur la rue et j'ai remarqué qu'il y avait un besoin. Beaucoup d'itinérants avaient des animaux, des chats, des chiens, même des furets. Et puis, je voyais qu'il n'y avait pas assez de ressources pour pallier ce besoin-là, donc j'ai décidé de faire ma part. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter de la nourriture que je leur distribuais, de la nourriture pour animaux. Mm-hmm. Et puis, je leur donnais ça avec des petites gâteries des fois aussi. Vous vous promenez, vous voyez ces personnes qui n'ont pas de sous pour nourrir leurs chiens, en fait. C'est exactement ça. Et d'où vous vient cet amour pour les animaux? Je pense que ça a commencé quand j'étais petite parce que chez ma mère, on recueillait beaucoup de chats errants. Et chez mon père, on a eu chats, chiens, souris, cochons d'Inde, tortues, tourterelles, nommez-les. On avait pratiquement un zoo. Donc, j'ai toujours grandi avec des animaux et puis j'ai toujours été proche des animaux. Quel est le mouvement que vous êtes en train de mettre en branle depuis déjà quelques mois qui semble bien avancé à part ça? Je ne sais pas si on peut considérer ça un mouvement. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire plus que ce que je faisais déjà. Je voulais étendre mon action aux gens aussi à faible revenu sur le chômage ou sur l'aide sociale.
Puis je voulais aussi donner plus de services, comme par exemple payer pour des soins vétérinaires, parce que des fois, c'est très cher et les gens n'ont pas les moyens. Absolument. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied un organisme, un OSBL, que j'ai nommé l'Ami des animaux défavorisés du Québec. Et puis, présentement, je suis dans les démarches. Je suis enregistrée au niveau provincial et j'attends le hockey du niveau fédéral. Longue démarche. Oui. En devenant une OSBL, quels sont les avantages que vous aurez à ce moment-là? Quand je vais être vraiment enregistrée, je vais pouvoir demander des dons en argent. Actuellement, ce que je peux recevoir, c'est par exemple des cartes cadeaux Mondou. Comme ça, je peux acheter selon la demande. Si j'ai un besoin ponctuel, par exemple, quelqu'un a un furet, bien là, je peux aller acheter directement de la nourriture pour le furet. Et puis, en pouvant demander des dons en argent, à ce moment-là, je vais pouvoir faire plus. Je vais pouvoir fournir des manteaux pour chiens l'hiver et puis payer, comme je disais, les soins vétérinaires. Il y a tout un grand projet qui est en branle présentement. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous faites face à des préjugés? Malheureusement, oui. Le préjugé qui revient le plus souvent, c'est que les gens dans la rue ne devraient pas avoir d'animaux. On me dit souvent que je ne devrais pas les aider, que c'est les encourager à avoir des animaux même s'ils n'ont pas les moyens. Attendez, je veux juste vous suivre. Les itinérants, c'est votre clientèle de base? Actuellement, oui. C'est ce que vous dites là. Oui. Les gens disent les itinérants ne devraient pas avoir d'animaux. Exactement. OK. Et puis, ça, je ne suis pas d'accord parce que c'est comme partout. Il y a des gens qui prennent soin de leurs animaux, il y en a d'autres qui en prennent moins soin. Et j'ai entendu des histoires vraiment hallucinantes et merveilleuses. J'ai entendu un itinérant qui m'a dit qu'il avait lâché la drogue après avoir eu son chien parce que maintenant, il était responsable de son chien. Il fallait qu'il soit lucide pour pouvoir bien s'en occuper. Il y a un homme qui a été dans la rue parce qu'il a mis tellement d'argent pour soigner sa chienne qu'il a fini par se retrouver à la rue avec elle, mais il a préféré ça que de la tuer tout simplement dans un hôpital vétérinaire. Donc, je suis témoin vraiment de belles histoires comme ça, puis je vois beaucoup d'itinérants qui prennent très, très soin de leur animal. Sans compter, et ça c'est une opinion bien personnelle, on parle beaucoup de zoothérapie. C'en est de la zoothérapie. Une personne qui est seule se sent moins seule avec son animal. Effectivement, parce que souvent, quand on est dans la rue, il y a tout un bagage émotionnel derrière ça qui a poussé ces gens-là à être dans la rue, que ce soit des maladies mentales, des problèmes familiaux. Quel est votre territoire d'action? Actuellement, je suis surtout concentrée dans le centre-ville parce que c'est là qu'il y a le plus d'itinérants à Montréal. Oui. Mais c'est sûr qu'en étant enregistrée, je vais pouvoir donner de la nourriture aux gens à faible revenu partout à Montréal. Et puis, pour ce qui est des soins vétérinaires, je pourrais faire ça à la grandeur du Québec en envoyant les fonds électroniquement. Vous voyez grand. Oui. Très grand. Oui, il y a besoin, donc je veux combler ce besoin-là. Quelle est la réponse? Parce que vous devez aller frapper à plusieurs portes, là. Pour obtenir cette nourriture, c'est quand même pas donné. Vous frappez aux portes des manufactures, des entreprises, des animaleries? Malheureusement, je ne peux pas encore parce que je ne suis pas encore enregistrée officiellement comme organisme de charité. Mais pour l'instant, j'ai eu des dons déjà de personnes. J'ai eu 2 cartes cadeaux de Mondou de 50 $. Et puis, j'ai une personne qui m'a appelé en me disant qu'elle avait 2 sacs de nourriture pour chien pour moi. Je suis arrivée, il y avait à peu près pour 200 $ de nourriture pour chien, plusieurs sortes de nourriture, des gâteries, là, c'était beaucoup. On doit s'en parler de plus en plus, surtout dans le milieu des itinérants et des itinérantes. Le mot se passe? Oui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé parce qu'ils ont eu ma carte d'un itinérant qu'ils connaissaient, qui leur a refilé mon numéro, qui m'ont téléphoné. Si on veut rejoindre Marie-Douce Bélanger, comment fait-on? Dans le fond, on peut me rejoindre directement sur ma page Facebook. Il suffit de chercher l'Ami des animaux défavorisés du Québec. Et puis, je suis toujours connectée via mon cellulaire. Donc, sitôt que je reçois un message, je réponds dans la journée même. Je reviens puis brièvement sur les couvertures. Est-ce que vous acceptez des dons de couverture aussi? C'est sûr que si des gens veulent en donner, ça serait parfait, oui. Donc, à venir, l'OSBL, c'est en démarche présentement. Oui. Ça va bon train. J'attends le hockey de l'ARC. Ça sent bon? J'espère. Ben, merci Marie-Douce Bélanger de votre présence. Nous, on s'en va à la pause. Tout de suite après, c'est le segment Conseil citoyen. De retour au bulletin, on en est maintenant à notre segment Conseil citoyen. Et on reçoit Mme Marion Bonhomme de l'écoquartier Tétroville. Bonjour, Mme Bonhomme. Bonjour.
On va parler pendant ces quelques minutes d'écoquartier. On va parler aussi de l'automne qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses à faire peut-être pour le citoyen, mais avant tout, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour expliquer aux téléspectateurs le fonctionnement d'un écoquartier. Ça semble compliqué pour monsieur et madame tout le monde. Ah oui. Chez vous, d'abord, il y a quelqu'un l'autre bord du mur. Oui. Et vous êtes situé, là, précisons que c'est l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Oui, c'est ça. Il y a quelques organismes qui sont associés à votre écoquartier. Parlez-nous un petit peu. Oui, en fait, pour expliquer, faire une histoire courte, il y a quelqu'un au bord du mur, c'est vraiment un organisme en environnement qui fait beaucoup au niveau de la revitalisation urbaine. Donc à la base, c'était l'enlèvement de graffiti. Puis plus les années ont passé, plus cet organisme-là a eu des projets en environnement. On parle d'agriculture urbaine, de transport actif, la gestion de 2 écoquartiers, Maisonneuve-Longue-Pointe et Tétroville. Puis on a aussi un projet social d'insertion des jeunes sur le milieu du travail. C'est un peu on travaille un peu dans tout ce domaine-là. Et l'objectif premier, la mission finalement de l'organisme, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Parlons maintenant de l'écoquartier Tétroville. Quels sont les services précis que vous rendez à la population? Oui, mais c'est sûr que c'est à peu près les mêmes que tous les autres écoquartiers dans vous la êtes ville de Montréal. représentatif Exactement. de tous les écoquartiers. Mais oui, puis je tiens aussi à dire que chacun a sa couleur, a sa vision dépendamment de son quartier, de sa population. Nous, on met vraiment en place des projets pour le citoyen, mais avec lui. Fait qu'on veut vraiment susciter la mobilisation citoyenne le plus possible. Fait qu'on parle de projets de ruelles vertes avec les résidents, d'embellissement de cours de HLM, des artères commerciales, de formation ludique, créative pour réduire son empreinte environnementale au quotidien. Donc c'est vraiment destiné autant aux adultes qu'aux enfants dans les écoles, dans les CPE et les organismes. Des activités que vous coordonnez. Oui. Par exemple, je suis gestionnaire d'un CPE. Oui. Je vous téléphone, vous, Madame Bonhomme. Oui. Je dis, je veux faire quelque chose chez moi Oui. pour sensibiliser les jeunes du CPE. Et là, vous offrez la formation, Oui, en fait, l'encadrement. Oui, c'est ça. En fait, on a des animateurs, des agents de sensibilisation qui se rendent dans la CPE et dépendamment de ce que les CPE veulent, on a beaucoup d'ateliers éducatifs pour les enfants. Donc, ça peut être fabriquer un vermicomposteur, ça peut être faire du bricolage avec des matières récupérées pour Noël, pour la fête des mères, pour la fête des pères. Ça peut être aussi expliquer ce qu'on met dans le bac de recyclage, ce qu'on n'y met pas, avec un conte, une petite histoire. Donc, on essaie vraiment de s'adapter en fonction de l'âge des enfants. Mais ça va demander un personnel immense. Oui. Parce qu'il faut des intervenants bien spécifiques. Si vous parliez de contes, vous parliez pour les petits. Pour les petits, là, exactement. c'est quand même particulier, juste Oui. pour ça. Ben exactement. Ça demande du personnel assez qualifié, autant en environnement qu'aussi au niveau avec les relations interpersonnelles, finalement, avec les enfants, les petits, les adolescents aussi. Donc, le citoyen peut aller trouver ces ressources-là chez nous. vous. Exactement. Le citoyen, monsieur et madame tout le monde, peut-il aller frapper à votre porte, par exemple, et dire, moi, j'ai envie d'être l'instigateur d'une corvée de nettoyage ou de ramassage de ruelles? Ben Est-ce oui. que vous appuyez ce genre d'initiative? Exactement, on favorise vraiment ça. Puis comme je disais tout à l'heure, on favorise vraiment la mobilisation citoyenne. Donc oui, on appuie beaucoup les citoyens pour les corvées de nettoyage qui ont généralement lieu à peu près pendant le jour de la Terre, qui est le 22 avril. Donc tout le printemps, on fait des corvées de nettoyage, que ce soit dans les parcs, dans les ruelles, dans les espaces publics. Puis généralement, c'est quand les citoyens nous appellent puis nous disent qu'ils veulent faire ce genre d'intervention. Parlons de la période d'automne, parlons Oui. de nettoyage. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire avec les branches, les feuilles qui tombent? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, on essaie le plus possible de les garder pour les remettre à la terre finalement, plutôt que les envoyer dans le site d'enfouissement. Oui, on peut faire du compost avec. On peut aussi en mettre autour de nos plantes pour vraiment les protéger du froid hivernal. C'est vraiment très simple. On éparpille un peu partout. On ne fait pas de gros tas pour laisser vraiment l'air circuler. Puis si jamais il y a du vent, juste mettre un filet de nylon, dépiquer, puis le tour est joué, puis vos feuilles ne s'enlèveront pas. Est-ce que, par exemple, un citoyen peut ramasser ses feuilles, je dis ça comme ça, là,
et aller les porter à l'écoquartier, par exemple, de Tétroville? Est-ce que vous avez un aménagement pour le compost? Non, en fait, nous, l'écoquartier n'est pas un écocentre. Fait que c'est vraiment deux services OK. très différents. Voilà la distinction. Oui, D'accord. puis c'est très important de le souligner là. Mais par exemple, les citoyens peuvent aussi profiter de la collecte sélective dans tous les arrondissements à Montréal en ce moment. Donc, dépendamment des arrondissements, vous pouvez mettre vos feuilles, vos résidus verts finalement aux bordures de rue une fois par semaine. Fait que ce serait ça aussi l'alternative. Dans quelques jours, il y a la Semaine québécoise de réduction des déchets Oui. qui va se dérouler du 18 au 26 octobre 2014. Qu'est-ce que l'écoquartier de Tétroville fait en particulier dans cette semaine, en fait? Il y a 8 jours là, bien remplis. Avez-vous des activités spécifiques? Oui, on a une activité le lundi, donc à l'écoquartier Maisonneuve-en-Pointe et à l'écoquartier Tétroville. On a un atelier de fabrication de papier. Donc, fabrication maison de papier pour les adultes et les enfants. Puis, en parallèle à ça, on offre des activités pour les enfants dans les écoles durant cette semaine-là. Merci beaucoup, Marion Bonhomme. Merci de votre présence. D'ailleurs, on va recevoir dès la semaine prochaine un représentant de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui va se dérouler du 18 au 26 octobre de cette année. Nous voici maintenant au segment Babillard. Du compost provenant de la collecte des résidus verts est distribué gratuitement ce week-end dans 2 arrondissements de Montréal. Dans celui de Saint-Léonard, c'est ce samedi 11 octobre à partir de 8 heures et jusqu'à épuisement du compost au site de dépôt à neige, face au 9450 boulevard Langelier. Il y a aussi distribution au complexe environnemental de Saint-Michel le samedi et le dimanche 11 et 12 octobre de 8 heures à 16 heures. Suivre les indications à partir des 2 entrées de chaque côté de la cohue, située au 2345 rue Jarry-Est. Les Montréalais âgés de 16 à 30 ans, sans diplôme d'études secondaires, sans emploi, qui ne fréquentent pas l'école, qui ont peu d'expérience de travail ou qui vivent des difficultés en emploi, peuvent participer aux différents stages en entreprise du programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi de Montréal. L'organisme est présentement en période de recrutement. Pour information, 514-356-3226 et vous faites le poste 0. Le Centre NAA vous invite à visiter son bazar qui permet d'aider les citoyens de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve grâce à son comptoir d'aide. Les lundis et vendredis d'octobre, tout est à 1 $. L'organisme communautaire est situé au 5979 rue Hochelaga, coin Cadillac, et offre un service de distribution de vêtements et d'articles ménagers à des prix concurrentiels. Le bazar vous accueille de 10 heures à 16 heures. Les Petits Frères de Montréal cherchent des bénévoles ayant plusieurs disponibilités pour accompagner des aînés vivant de l'isolement. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations en téléphonant au 514-527-8653. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal offre l'entrée gratuite pour la majorité de ses collections, et ce, en tout temps. Les seules expositions payantes sont les collections temporaires. Le musée offre aussi régulièrement des visites guidées, des projections de films, des colloques et des conférences, toujours sans frais. Il est situé au 1380 Sherbrooke-Ouest. C'est entre les stations de métro Peel et Guy-Concordia. Le musée REDPAD d'histoire naturelle de l'Université McGill est ouvert au public gratuitement. Le musée suggère cependant une contribution volontaire de 5 $. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, c'est fermé le samedi et ouvert le dimanche de 11h à 17h. Métro, ligne verte, arrêt Peel ou McGill. Pour les amateurs de musique, l'Orchestre de chambre Le Nouvel Ensemble Moderne vous invite à une répétition publique commentée ce samedi 11 octobre à 14h à la chapelle historique du Bon-Pasteur, située au 100 rue Sherbrooke-Est. Vous entendrez Vortex Temporum de Gérard Grisé sous la direction de Lorraine Vaillancourt, et c'est gratuit. Dans le cadre de ces samedis en famille, la halte garderie Pousson-Poussette vous propose son rallye automnal ce samedi 11 octobre. L'activité familiale débute à 9h15 dans la cour des Tours Frontenac et c'est gratuit. C'est ouvert aux familles avec enfants de 0 à 5 ans.
Pour plus de détails, visitez la page Facebook de Pousson Poussette. Vous êtes invité à participer à la réalisation d'une mosaïque collective les samedis et dimanches 11 et 12 octobre sur la place du marché solidaire Frontenac, à l'entrée du métro Frontenac. Les ateliers Naillant accompagneront les citoyens dans la réalisation de l'œuvre collective qui décorera le marché. Il y aura musique et collation santé. Voilà qui complète cette édition, mesdames et messieurs. Vous pouvez revoir le bulletin sur notre site internet tcftv.ca et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.